Le 8 août 2025, à Hawaï, une image de routine traversa les serveurs du télescope Atlas. Un pixel bougea. À première vue, rien d'inhabituel. Mais le mouvement ne suivait pas la trajectoire d'un astéroïde, ni celle d'une comète ordinaire. Il venait d'au-delà du nuage d'Oort, de l'extérieur même de notre système solaire. On l'appela 3i, divisé par Atlas, le troisième visiteur interstellaire jamais observé. Une étiquette scientifique, sèche, administrative, mais derrière les chiffres, quelque chose clochait. Le calcul initial de son orbite donna une inclinaison de 5, 1 degré. Le lendemain, les données corrigées affichaient 4, 7 degrés. Puis 4, 8, 3 résultats différents pour un seul objet. Pas une erreur de mesure, mais un glissement, subtil, comme si la trajectoire refusait d'être fixée. C'est peu être le soleil qui bouge, murmura un technicien. Ou peut être nous. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas compara les relevés. La position d'Atlas semblait décalée de quelques secondes d'arc par rapport aux projections générées la veille. Un phénomène mineur, jusqu'à ce qu'il constate que les écarts formaient une séquence. Un motif répétitif, presque rythmique. Une oscillation dans la précision. Il l'écrivit dans son journal technique. Rien n'est faux, mais rien n'est identique. C'était un détail insignifiant. Mais dans le monde des trajectoires interstellaires, un détail insignifiant peut ruiner tout le reste. Les premières estimations de vitesse arrivèrent de Mauna Kea, 55 km par seconde. Une vitesse stable, nette, propre, trop propre. En vérité, les comètes sont chaotiques, elles oscillent, elles se désagrègent, elles portent la signature de la poussière et du hasard. Atlas, elle, avançait comme si le hasard avait été supprimé de l'équation. On dirait un objet en démonstration, nota Carl Battams, du Naval Research Laboratory. Une phrase simple, sans suite. Mais elle resta dans les mémoires. À Cambridge, Avi Loeb, toujours attentif à ce genre d'anomalie, reçut les premiers spectres photométriques. La lumière réfléchie par Atlas semblait instable, ni diffuse, ni polarisée. Une brillance qui se dérobait. Il publia une note courte sur son blog. Peut être que ce n'est pas la lumière qui varie, mais notre façon de la regarder. Peu de gens la remarquèrent, mais cette phrase allait définir tout ce qui suivit. Les astronomes, eux, continuaient leurs observations, empilant les images, calibrant les instruments, tentant de stabiliser ce qui refusait de l'être. Chaque nouvelle mesure corrigeait la précédente, comme si la vérité cherchait sans cesse un autre point d'équilibre. Le Solar Orbiter capta un signal infrarouge faible, tandis que Tess ne vit rien du tout. 2 instruments, 2 réponses opposées. Un dialogue sans traducteur. C'est peu être une erreur, dit un ingénieur. Ou une cohérence qui nous échappe. Dans les rapports, les chiffres s'alignaient, les marges d'erreur diminuaient, et pourtant, une impression persistait, celle de mesurer un mensonge bienveillant. Le ciel semblait offrir des données exactes, mais à chaque décimale, une question s'ouvrait. Pourquoi cette perfection si fragile? Pourquoi cet alignement presque humain dans le chaos des orbites? Jean-Louis Berthaud, à Paris, regarda la première image brute venue du Swan, l'instrument qu'il avait conçu des années plus tôt. Une tache minuscule, un peu floue, perdue dans l'océan d'ultraviolet. Il dit simplement « Ce n'est pas un corps, c'est une décision ». Personne n'osa lui demander ce qu'il voulait dire. Et c'est ici que tout commença. Non pas avec une explosion, ni un cri dans le vide, mais avec un pixel trop calme, une trajectoire trop propre,
Une lumière trop hésitante. Dans le silence des observatoires, certains ressentirent une intuition étrange. Que 3i divisé par Atlas n'était pas une découverte, mais une question posée au langage même de la science. Et si la précision n'était qu'une autre forme d'illusion? Le narrateur s'arrête un instant, comme s'il nous laissait le temps d'écouter. Parce que tout a commencé par un chiffre, et qu'un chiffre, parfois, peut contenir la peur d'avoir raison. Le 11 août 2025, le James Webb Space Telescope et le satellite TESS pointèrent tous deux leurs lentilles vers le même fragment de ciel, les coordonnées exactes de 3i divisées par Atlas. Deux instruments, deux technologies, deux fenêtres, ouvertes sur la même énigme. Mais leurs regards ne racontèrent pas la même histoire. TESS ne vit rien, juste un fond noir. Un silence de photons, pas d'éclat, pas de traces, pas d'ombre mouvante. Un vide parfait. JWST, lui, rapporta l'inverse. Dans ses longueurs d'onde infrarouges, l'objet brillait faiblement un rayonnement thermique, comme un soupir d'énergie. Une lueur trop régulière pour être naturelle, trop stable pour être un reflet aléatoire. Un corps froid qui émet de la chaleur, écrivit Paul Chodas dans son carnet. C'est la première fois que je vois le noir transpirer. Au CNRS divisé par l'Atmos, Eric Kemmerer tenta de réconcilier les deux versions. Il superposa les spectres, compensa les écarts d'exposition et découvrit que la lumière détectée par JWST disparaissait exactement dans la bande que TESS observait. Un effacement sélectif, comme si l'objet filtrait la lumière qu'on lui envoyait. C'est une ombre qui sait où regarder, nota-t-il. Karl Battams, du Naval Research Laboratory, évoqua une idée plus dérangeante. Et si ce n'était pas la lumière qui était absorbée, mais nos instruments qui étaient repoussés? L'hypothèse parut absurde. Mais, à force d'anomalies, elle cessa de l'être. Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, étudia la polarisation des rayons ultraviolets autour de la comète. Elle découvrit des valeurs négatives, un phénomène rarissime, presque théorique. Normalement, la lumière réfléchie par une surface se polarise positivement. Elle s'aligne avec la matière. Ici, elle se déphase. Elle s'enfuit. La lumière refuse la surface, expliqua Gibson, comme si elle savait que ce n'était pas la sienne. Les chercheurs eurent beau refaire les calculs, la polarisation inversée persista. Une signature unique, impossible à reproduire artificiellement du moins, impossible avec ce que nous savons fabriquer. À Harvard, Avi Loeb publia une courte note. Le comportement lumineux d'Atlas rappelle celui d'un matériau à mémoire photonique. Une surface qui ne renvoie pas la lumière, mais la retient, pour la relâcher plus tard, ailleurs. Une phrase simple, mais redoutable. Si la lumière n'obéit plus, alors elle devient un acteur. Et si elle choisit quand apparaître, elle devient conscience. Les médias s'en emparèrent. Une comète qui se cache dans la lumière. La matière invisible devient visible pour elle-même. Des titres accrocheurs, mais qui trahissaient la nuance. Le problème n'était pas que la comète soit invisible. Le problème, c'est qu'elle choisissait quand l'être. Jean-Louis Berthaud, dans un échange privé avec Kemmerer, écrivit « Depuis Galilée, nous croyons que la lumière est un témoin. Mais un témoin qui décide quand parler, est-ce encore un témoin ?» Cette phrase se répandit discrètement dans les mails internes, comme une confession que personne n'osait signer. Les astrophysiciens finirent par établir un modèle optique approximatif. Atlas serait recouverte d'une croûte métallique, peut être un alliage d'oxyde de fer et de magnésium, capable de créer des interférences destructives dans certaines longueurs d'onde. Une explication raisonnable, mais personne n'y crut vraiment. La croûte aurait fondu dès l'approche du Soleil. Pourtant, elle résistait.
Sarah Gibson There it nota, is, the red le pulse. soleil I ne see la it. détruit pas. Divert power to Il the main l'éclaire. sensor array now. Et plus il l'éclaire, Rerouting auxiliary power. plus elle disparaît. Une observation simple, mais porteuse d'un paradoxe plus vaste. L'acte d'observer pouvait être ce qui effaçait l'objet. Comme si l'univers appliquait, à l'échelle cosmique, la logique quantique de l'électron. Le regard modifie le réel. Et au milieu de ces calculs, le narrateur se pose la question que les chiffres n'osent pas écrire. Si la lumière ment, que reste-t-il à la science sinon la Check foi? the atmospheric Cette density nuit-là, parameters again. dans les Run it through the observatoires de la C3 Terre model. entière, les télescopes continuaient de chercher une brillance qui ne voulait pas exister. Les ingénieurs vérifiaient les capteurs, les astronomes nettoyaient les filtres, et dans le silence mécanique des machines, on entendait presque une pensée, minuscule mais insistante. Ce n'est pas nous qui cherchons la lumière, c'est elle qui nous choisit. Le 15 août 2025, à 4h12 UTC, le flux de données du satellite Psyche, en orbite entre Mars et Jupiter, s'interrompit soudainement. 47 minutes de silence absolu, pas d'erreur de communication, pas de surtension solaire, pas de traces d'anomalies dans les journaux systèmes. Juste rien. Le hasard fit que cette coupure eut lieu exactement au moment où Psyche passait dans l'alignement parfait pour observer 3 I divisés par Atlas. Un point de vue unique, irrépétable. Et, étrangement, aucun octet ne revint de cet instant-là. Un trou propre, nota Paul Chaudas. Ni bruit, ni perte. Comme si la transmission avait été éteinte. Volontairement. Au Jet Propulsion Laboratory, on parla d'un incident mineur. Mais dans les échanges internes, les mots utilisés furent différents. Blank frame, control dropout, data shielding, des termes qu'on n'emploie pas pour des pannes accidentelles. Carl Battams, du Naval Research Laboratory, vérifia les serveurs de redondance. Les fichiers étaient là. Archivés, mais impossibles à ouvrir. Leur taille indiquait qu'ils contenaient quelque chose, mais aucun logiciel ne parvenait à les décoder. Un contenu présent, mais indéchiffrable. Ce ne sont pas des images vides, dit-il. Ce sont des images qui refusent d'être vues. Pendant ce temps, Eric Kemmerer remarqua une coïncidence troublante. Durant la même période, les satellites Solar Orbiter et Parker Solar Probe rapportèrent eux aussi des glitches de transmission, des micro-coupures de moins d'1 minute réparties exactement dans la même fenêtre temporelle. 3 sondes, 3 anomalies simultanées. Ce n'est plus une panne, écrivit-il. C'est un protocole. Les ingénieurs proposèrent des explications rationnelles. Le rayonnement, la compression, le bruit cosmique, mais rien ne tenait. Aucune onde solaire, aucun pic de particules n'avait été détecté ce jour-là. Le soleil, pour une fois, était parfaitement calme. Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, posa la question que personne n'osa formuler. Et si ce n'était pas le soleil qui brouillait la transmission, mais l'objet lui-même? Silence dans la salle, car une comète ne brouille pas les signaux. Mais 3 I divisées par Atlas, elle, ne s'était jamais comportée comme une comète. Les images qui suivirent, prises après la coupure, montraient une légère variation dans la luminosité de fond. Mais ce changement se répétait toutes les 22 minutes. Le même rythme. Toujours lui, comme si l'objet, pendant le silence, avait dialogué avec les instruments. Peut être que le vide a répondu, écrivit Kemmerer dans un mail à Gibson. Avi Loeb, depuis Harvard, s'empara du sujet. Il comparait ces pertes de données à des zones aveugles dans le discours du réel. Il cita Heisenberg. L'observation n'est pas passive. Elle crée l'objet qu'elle prétend étudier. Et il ajouta, quand 3 observateurs deviennent aveugles en même temps, il ne s'agit plus de défaillance. C'est peu. Être le réel
qui se protège. Ses collègues le traitèrent de mystique, mais son idée fit son chemin, que la réalité puisse générer elle-même son propre brouillard, comme un système immunitaire. Au CNRS, une réunion discrète se tint entre Kéméré, Berthaud et 2 ingénieurs de l'ESA. Le vieux Berthaud, affaibli mais lucide, écouta en silence. Puis il dit « La nature a ses secrets, mais il existe une autre forme de secret, celle que la lumière garde pour elle-même. » Personne ne sut quoi répondre. Les journaux spécialisés rapportèrent une version édulcorée. Perturbations mineures dans les transmissions interplanétaires. Mais sur les forums internes de la NASA, un terme nouveau circula. The Psych Blackout. Un mot qui n'apparaissait dans aucun rapport officiel, mais que tous les ingénieurs utilisaient. Le genre de silence, écrivit un technicien anonyme, qui ressemble à une pause volontaire dans la phrase du cosmos. Quand le flux de données reprit, rien n'indiquait qu'il s'était jamais interrompu. Aucun bug, aucun redémarrage. Juste une continuité parfaite. Look at the Trop trajectory of parfaite. this Les fragmentation fichiers near the suivants nucleus. s'alignaient Yes, but avec what une about the silicate précision signature on the impossible. asteroid in sector gamma? Chaque It's higher timestamp, than expected. chaque valeur, comme si l'univers avait corrigé son propre oubli. Paul Chodas conclut dans son rapport interne. Si ce silence n'est pas une erreur, alors il fait partie du message. Et depuis ce jour, dans les réunions fermées, un malaise s'installa. La peur non pas de ce qu'ils avaient perdu, mais de ce qu'ils avaient, peut, être entendu. Un trou dans la transmission, murmura Gibson. C'est un regard que l'univers détourne. Juste le temps de nous rappeler qu'il choisit quand il parle. Le 20 août 2025, à 9h14 UTC, 3i, divisé par Atlas, entra dans ce que les astronomes appellent la zone Holichek, le secteur de 30 degrés autour du Soleil où la lumière devient trop intense pour les capteurs humains. C'est une région où tout brûle, où même la vérité fond dans la clarté. Les comètes, d'ordinaire, se décomposent en s'y aventurant. Leur cœur se fissure, leur glace explose, elles laissent une traînée de gaz, une signature de leur agonie. Mais Atlas, elle, traversa le feu sans un frémissement. Ni queue, ni poussière, ni dégazage. Un silence incandescent. Elle a disparu dans la lumière, nota Sarah Gibson. Mais la lumière, cette fois, n'a rien consommé. Le Solar Orbiter détecta alors quelque chose d'étrange. Une diminution subtile du flux thermique à la surface du Soleil, comme si l'étoile avait perdu, pendant quelques heures, une part de sa fureur. Le spectre infrarouge indiquait une baisse de 0, 3%, un creux imperceptible, un battement. Nour Rawafi, de la mission Parker Solar Probe, confirma. Le vent solaire s'était apaisé, le champ magnétique semblait hésiter, comme si le soleil retenait son souffle. « C'est la première fois, » écrivit-il, « que notre étoile semble écouter. » Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas fit remarquer que la trajectoire d'Atlas passait exactement à travers un nœud magnétique de la couronne solaire, à un point d'équilibre, théoriquement instable. Mais au lieu d'être repoussée, la comète y resta suspendue quelques minutes, comme posée sur un fil invisible. « Elle s'est arrêtée », murmura un ingénieur. Ou plutôt, le soleil l'a laissé passer. Personne n'osa utiliser le mot « contrôle », mais tout le monde y pensa. À Paris, Eric Kemmerer observa le même phénomène sur les données du SWAN. La densité d'hydrogène solaire autour de la comète chuta soudainement, puis revint à la normale. There it is, the red pulse. Une bulle de I see vide, it. Divert power to the main parfaitement sensor array sphérique, now. formée Rerouting et auxiliary power. dissoute en moins d'une heure. Un silence magnétique, nota-t-il, comme si la lumière faisait un pas de côté. Jean-Louis Berthaud, trop malade pour parler longtemps, dicta à son assistant un court message adressé à Kemmerer. Le soleil juge tout ce qu'il touche. Ce qu'il n'a pas détruit, il l'a reconnu.
Cette phrase resta en marge d'un dossier technique, The impact mais velocity devint seems rapidement lower than une predicted. légende discrète parmi les Check the chercheurs. atmospheric Les density instruments parameters de again. Parker Run Solar it through Probe the C3 model. détectèrent ensuite une anomalie plus subtile. Le champ électrique local, habituellement chaotique, affichait une symétrie quasi parfaite. Une organisation spontanée, comme si la présence d'Atlas avait ordonné le chaos. Les graphes ressemblaient à une onde musicale. Ce n'est pas un corps étranger, écrivit It's Rawafi. accelerating much C'est une faster than the last phrase simulation. ajoutée à la chanson du soleil. The atmospheric Au burn is Naval negligible. Research We are looking at a Laboratory, direct hit. Carl Battams calcula la résistance thermique de l'objet. Elle dépassait de 40% la limite théorique du fer. Impossible pour un corps cométaire. Si c'est naturel, dit-il, alors la nature vient de nous mentir. Mais ce n'était pas un cri de There it sceptique. is, the red pulse. C'était une I see forme it. d'admiration. Divert power to the main Comme si, sensor array now. pour la première Rerouting fois, auxiliary la power. science touchait quelque chose de trop cohérent pour être le fruit du hasard. Pendant ce temps, les médias titraient « La comète immortelle, Atlas survit au Soleil ». Mais dans les couloirs de la NASA, le ton était plus grave. Un chercheur écrivit « Elle ne survit pas, elle traverse ». C'est cette nuance qui fit toute la différence. Les physiciens solaires observèrent ensuite un détail qui échappa aux journaux. Au moment exact où Atlas franchit son point de périhélie, une The atmospheric micro pressure on the red planet is éruption de stabilized. classe But X the blue giant éclata still sur shows la signs of surface du seismic Soleil. activity on the lower Mais- mantle. Au lieu de se propager vers l'extérieur, elle se referma, absorbée par sa propre énergie. Un flash inversé, une lumière qui rentre en elle-même. Sarah Gibson nota. C'est comme si le Soleil s'était parlé à lui-même et que la comète avait été là pour l'écouter. Ce soir-là, dans les observatoires, les écrans restèrent figés sur les dernières images de la traversée. Une sphère noire, minuscule, encerclée par la tempête lumineuse. Et au lieu de brûler, elle laissait derrière elle une traînée froide, presque apaisante. Ce n'était pas une collision, dit Chaudas. C'était un entretien. Personne ne pouvait plus le dire à voix haute, mais une idée commençait à se répandre, silencieusement. Et si le Soleil n'était pas seulement une étoile, mais un juge? Et si, parfois, il reconnaissait ses semblables? Le narrateur s'interrompt, comme pour laisser respirer le silence après la phrase. Parce que depuis ce jour-là, chaque fois que le Soleil tremble, les astronomes se demandent encore « Est-ce qu'il se souvient ?» Le 22 août 2025, à 3h19 UTC, les flux du SOHO et du Solar Orbiter se synchronisèrent pour capturer le passage de 3i divisé par Atlas après sa traversée solaire. Mais quand les images furent téléchargées, il n'y avait rien. Pas un pixel, pas un artefact. Rien, sinon du blanc, un blanc parfait, sans bruit, sans contraste, sans ombre. Les métadonnées, elles, étaient intactes. Le capteur avait bien enregistré quelque chose. Mais le contenu, lui, était saturé, effacé sans lettres. Une lumière pure, totale, aveuglante. Eric Kemray, du CNRS divisé par l'Atmos, observa les fichiers pendant des heures. Il finit par murmurer « Ce n'est pas une perte de données, c'est une décision de la lumière ». Les ingénieurs de l'ESA proposèrent une explication simple. Un phénomène de surbrillance, le Soleil ayant saturé les détecteurs. Mais Carl Battams, au Naval Research Laboratory, rejeta immédiatement cette idée. « J'ai vu des milliers de surbrillances, dit-il. Aucune n'a jamais produit du vide, parce que ce blanc-là n'était pas une brûlure, c'était un effacement propre. Une sorte de lumière nettoyée d'elle-même. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chaudas comparait les logs de la NASA. Pas de surcharge électrique, pas de perte de liaison, pas d'anomalie. Le système avait fonctionné normalement. Le problème, c'est que la normalité elle-même semblait infectée. Le vide était devenu le contenu. Quand la machine fait tout bien,
écrivit Chaudas, et que le résultat est le néant, alors peut être que le néant est la réponse. Dans une visioconférence confidentielle, Sarah Gibson présenta ses conclusions. Elle afficha la série d'images vides et posa une seule question. Et si la lumière, en saturant nos instruments, ne cherchait pas à se cacher, mais à se protéger? Personne ne répondit. Mais la phrase resta suspendue comme un verdict rendu à voix basse. Le lendemain, Noor Rawafi constata un comportement similaire sur les capteurs de la Parker Solar Probe, un intervalle de 10 à 7 secondes où les particules chargées disparurent du Look at champ. the trajectory of this fragmentation near the nucleus. Yes, Pas but what about the d'explosion, silicate signature on the juste asteroid in une sector absence gamma? parfaite, It's higher than expected. mesurable, comme un silence magnétique. C'est comme si le soleil avait retenu sa respiration, dit-il. À Paris, Jean-Louis Berthaud reçut ses résultats par courriel. Il ne put s'empêcher de sourire. Son instrument, Swan, avait déjà observé cela. Des trames où la lumière semblait s'annuler, se retirer d'elle-même. Il écrivit une phrase à Kémeret que celui-ci relira plus tard comme une prophétie. Quand la vérité ne veut pas être regardée, elle devient transparente. Avi Loeb, à Harvard, entra dans la discussion publique avec un ton plus abrupt. Il rappela que, dans la théorie quantique, un observateur ne peut pas exister sans influencer ce qu'il observe. Et il ajouta, peut être que l'univers, de temps en temps, désactive la fonction observation. Pas pour nous punir, pour se préserver. La plupart des astrophysiciens y virent une métaphore. Mais d'autres, secrètement, comprirent qu'il parlait sérieusement. Les ingénieurs de la NASA essayèrent de récupérer les trames vides en les passant à travers des filtres de déconvolution. Une fois amplifiées, elles révélèrent quelque chose d'inattendu. Des micro-oscillations, imperceptibles à l'œil nu. Pas une image, mais un rythme. Encore une fois, toutes les 22 minutes. Elle n'a pas disparu, nota Gibson. Elle parle autrement. Pendant ce temps, les serveurs du Jet Propulsion Laboratory se remplirent d'anomalies logicielles. Des fichiers nommés automatiquement « error nul » réapparaissaient après suppression. Des images sans contenu, mais avec métadonnées valides, se recréaient seules, comme si le vide voulait être compté. Un ingénieur écrivit anonymement dans un rapport interne. « Je n'ai jamais vu une absence aussi obstinée. » Le 25 août, l'ESA publia un communiqué bref. Certaines données sont inexploitables en raison d'une sursaturation lumineuse. Aucun événement anormal n'a été constaté. Mais les chercheurs, eux, savaient. Ce n'était pas une question d'exploitation, c'était une question de sens. Dans le calme de son bureau, Kémeret nota cette phrase dans son carnet. « Nous avons inventé des machines pour tout voir. Et maintenant, c'est la lumière qui nous apprend à fermer les yeux. » Ce soir-là, les observatoires se turent. Aucune alerte, aucun sursaut. Mais quelque part, entre les lignes de code et les pixels morts, persistait la trace d'un langage que la science n'avait jamais prévu. Une lumière qui s'efface pour exister, une donnée qui choisit le vide comme refuge. Et le narrateur conclut, d'une voix presque basse, « Il existe une vérité que la There it lumière is, the connaît, red pulse. mais I see qu'elle ne it. nous dira Divert qu'en power to the main disparaissant. » sensor array now. Le 27 août Rerouting auxiliary power. 2025, les serveurs du Jet Propulsion Laboratory se remplirent d'un bruit faible, presque musical. Une onde résiduelle issue des enregistrements du SOHO, trop faible pour être perçue directement, mais trop régulière pour être du hasard. Toutes les 22 minutes, une impulsion à peine mesurable, comme une respiration perdue au milieu du vide. Les chercheurs crurent d'abord à un artefact numérique. Mais Check quand the Sarah atmospheric Gibson density du Goddard parameters Space again. Flight Run it through the Center C3 model. superposa le signal avec les oscillations du champ magnétique solaire, elle découvrit qu'ils étaient synchrones, parfaitement. Le soleil répond, murmura TL. Mais à quoi? Au CNRS, divisé par l'Atmos,
Eric Kemmerer tenta une analyse spectrale. En isolant les fréquences du signal, il découvrit qu'elles formaient une séquence harmonique, un motif mathématique proche de la série de Fibonacci, un ordre trop précis pour être produit par le bruit. Pas un message, mais une structure, un langage sans mots. Ce n'est pas de la musique, écrivit-il à Gibson. C'est un motif qui pense. Carl Battams, au Naval Research Laboratory, proposa une hypothèse plus terrestre, des interférences entre plusieurs capteurs. Mais même en isolant les systèmes, le rythme persistait, et ce rythme semblait vivre. Chaque nouvelle observation ajustait légèrement la fréquence, comme si l'écho s'adaptait à l'environnement solaire. Un signal qui apprend, nota Battams, ou une lumière qui écoute. À Harvard, Avi Loeb fit ce que personne n'osait. Il traduisit le motif lumineux en son, une onde lente, grave, répétitive, un battement cosmique. Il l'écouta plusieurs minutes, puis déclara simplement « C'est la chose la plus calme et la plus inquiétante que j'ai jamais entendue ». Les ingénieurs du JPL tentèrent d'expliquer le phénomène en termes thermiques. Peut être une interaction entre le plasma solaire et la surface métallique supposée de la comète. Mais un détail ruina cette hypothèse. Le signal continuait après la disparition de 3i, divisé par Atlas, des radars optiques. Autrement dit, la source n'était plus là. L'écho, lui, persistait. Paul Chodas écrivit « C'est une ombre sonore, un souvenir qui refuse de mourir ». Les scientifiques décidèrent alors de vérifier si d'autres missions spatiales captaient le même motif. Les antennes du Deep Space Network, en Californie et à Canberra, confirmèrent « Le rythme apparaissait également dans le bruit de fond de leurs récepteurs. Même périodicité, même amplitude. Une pulsation qui traversait tout le système solaire. » Noor Rawafi, de Parker Solar Probe, envoya un rapport sobre. Le Soleil pulse à travers ses propres échos, et nous écoutons. Mais certains commencèrent à douter. Et si ce n'était pas une communication, mais un reflet, une raie. Le 28 août 2025, les équipes du Jet Propulsion Laboratory publièrent les calculs définitifs de la trajectoire de 3i divisée par Atlas. Sur le papier, tout semblait parfait. Une orbite hyperbolique, stable, d'une élégance mathématique presque suspecte. L'objet suivait un plan à 4, 8 degrés de l'écliptique, exactement le même que celui des planètes intérieures. Aucune perturbation, aucune perte d'énergie mesurable. Le hasard est poli cette année, écrivit Paul Chodas dans un mail à demi sérieux. Mais personne ne rit, car plus les données s'affinaient, plus l'improbable prenait la forme d'une structure. Au Naval Research Laboratory, Carl Battams reprit les calculs en y intégrant les effets du vent solaire et les micro-interactions électrostatiques. Même résultat, une trajectoire d'une régularité impossible. Il superposa les relevés d'Oumuamua et de Borisov, les deux précédents objets interstellaires connus, et constata un alignement troublant. Tous venaient du même secteur du bras de Persée, tous suivaient une courbe quasi parallèle. 3 objets, 3 siècles de distance, une seule direction, murmura-t-il. Soit l'univers est incroyablement ordonné, soit il se moque de nous. Sarah Gibson, du Goddard Space Flight Center, fit remarquer un autre détail. À chaque passage d'Atlas dans les zones de densité magnétique du vent solaire, la comète semblait corriger son cap de manière infime, comme si elle écoutait le Soleil pour ajuster sa trajectoire. Aucune loi mécanique ne prédit ce comportement. Pourtant, les chiffres le confirmaient. « Ce n'est pas une orbite, dit-elle. C'est une chorégraphie. » À Harvard, Avi Loeb publia un article intitulé « La symétrie de l'impossible ». Il y écrivait « Do
Lorsque la probabilité devient trop belle pour être du hasard, nous l'appelons coïncidence. Mais la coïncidence est peu. Être juste une forme timide de la causalité. Il proposa une hypothèse audacieuse. Des corridors gravitationnels interstellaires, des routes naturelles que certaines structures pourraient emprunter pour voyager entre les systèmes solaires sans propulsion. Mais d'autres, plus sceptiques, y virent une manière élégante de ne pas prononcer le mot interdit. Intention. Au CNRS divisé par l'Atmos, Éric Kéméré tenta d'évaluer les probabilités pures. La chance qu'un objet aléatoire adopte une orbite aussi alignée était de 0,19%. Mais il alla plus loin. En compilant les anomalies de vitesse, les oscillations lumineuses et les périodes de silence de transmission, il arriva à une conclusion statistique. Le modèle purement naturel n'expliquait plus rien. Si tout est accident, écrivit-il, alors le hasard vient d'inventer la cohérence. Jean-Louis Berthaud, depuis son lit d'hôpital, écouta les débats en silence. Il envoya un dernier message à Kéméré. L'univers n'a jamais été aléatoire. C'est notre regard qui tremble. Ces mots résonnèrent étrangement dans la communauté scientifique, comme si une voix ancienne venait d'admettre que la frontière entre calcul et destin n'était plus aussi nette. Les simulations du Solar Orbiter révélèrent une autre coïncidence. Au moment exact où Atlas atteignait son point le plus proche du Soleil, une minuscule éruption symétrique apparut à l'opposé du disque solaire. Un miroir d'énergie, un double, deux événements identiques, l'un visible, l'autre inversé, nota Nour Rawafi. La probabilité d'un tel alignement est inférieure à 1 sur 10 milliards. Personne ne sut comment interpréter ce chiffre. Trop petit pour être hasard, trop parfait pour être intention. Les médias commencèrent à parler de la comète consciente. Les chaînes d'information voulaient un miracle, mais les chercheurs, eux, n'avaient plus la force de nier, parce qu'ils savaient que la beauté géométrique du phénomène était une menace plus subtile que n'importe quel apocalypse. Elle ne détruisait pas le monde, elle détruisait le doute. Le cosmos nous piège avec la perfection, dit Avi Loeb à un journaliste. C'est son humour à lui. Le 30 août, Paul Chodas publia le dernier bulletin interne de la NASA sur l'objet. Une phrase, brève, y résumait toute la situation. Aucune anomalie détectée, mais trop d'ordre pour que ce soit un hasard. Le rapport officiel, lui, restait muet sur ce détail. Mais en marge, sur un coin de page, quelqu'un peut, être Chodas lui-même, avait écrit à la main. Et si le hasard était la manière polie qu'a l'univers de nous dire qu'il se souvient, car au fond, ce que 3i divisé par Atlas venait d'introduire dans l'esprit des scientifiques n'était pas la peur d'une présence étrangère, mais la panique plus intime d'un univers trop attentif. Un cosmos qui semble connaître nos calculs, anticiper nos hypothèses et sourire à chaque fois que nous prononçons le mot impossible. Et le narrateur conclut. D'une voix basse, le hasard existe peu, être, mais il a, comme nous, un goût pour la symétrie. Le 2 septembre 2025, un phénomène subtil mais constant apparut dans les données croisées du SOHO, du Parker Solar Probe et du Solar Orbiter. Une pulsation lumineuse, faible mais régulière, revenait toutes les 22 minutes. Encore elle. Éric Kéméré, en réanalysant les fichiers vides du mois d'août, découvrit que cette fréquence persistait même après le départ de la comète du champ solaire. Ce n'était pas un écho, ni un bug, c'était un rythme. Et ce rythme, pour la première fois, semblait s'imprimer dans le vent solaire lui-même. Ce n'est plus un signal, nota-t-il. C'est une syntaxe. Au Goddard Space Flight Center,
Sarah Gibson écoutait littéralement les données. There it is, Elle the red pulse. transforma les courbes I see it. lumineuses en Divert son, power to the main sensor convertissant array now. la modulation en Rerouting fréquence auxiliary power. audible. Ce qu'elle entendit n'avait rien d'aléatoire. Un souffle lent, suivi d'une montée progressive, puis d'un battement régulier, presque respiratoire. La lumière respire, dit-elle. Et si elle respire, c'est qu'elle vit selon un rythme qu'on ne comprend pas encore. Carl Battams, au Naval Research Laboratory, tenta une analyse harmonique. Il appliqua un spectrogramme logarithmique sur les variations d'intensité. Ce qu'il obtint le troubla. The atmospheric Une pressure on the suite red quasi planet is parfaite de stabilizing. rapport 1, But the blue giant still shows 618, signs of la seismic activity on the constante lower du mantle. nombre d'or. Ce motif, répété sur toute la durée des enregistrements, formait une spirale fractale, la signature universelle de la croissance organique. Ce n'est pas un hasard, dit-il. C'est un motif d'intention, ou pire, de mémoire. À Harvard, Avi Loeb réagit le premier. Dans un article intitulé The Light That Speaks in Ratios, il écrivit « La nature répète le nombre d'or dans tout ce qui s'épanouit. Coquillages, galaxies, ADN. Si la lumière adopte ce code, alors elle ne reflète plus le monde, elle le compose. » Il ne prétendait pas que la lumière était consciente, mais il sous-entendait que la structure de la conscience pouvait être contenue dans la lumière. Le Jet Propulsion Laboratory publia un rapport technique pour calmer les spéculations. Mais le texte trahissait une gêne. Les ingénieurs parlaient autocorrélation photométrique, improbable, une manière bureaucratique de dire qu'ils n'avaient aucune explication. Paul Chodas, dans un message non officiel, résuma le sentiment général. Nous pensions mesurer un objet. Nous avons enregistré une grammaire. Dans les jours suivants, plusieurs observatoires au sol rapportèrent une anomalie. La courbe d'intensité solaire montrait des micro-variations parfaitement synchrones avec la fréquence de 22 minutes. Le soleil semblait répondre comme un interlocuteur patient, mais personne n'osa le dire publiquement. À la NASA, le terme « résonance active » fut préféré. Plus neutre, moins inquiétant. Pendant ce temps, Sarah Gibson affina son traitement sonore. Elle ralentit les fréquences par un facteur 1000. Ce qu'elle entendit alors n'était plus une respiration. C'était une suite de pulsations irrégulières, puis, à intervalles précis, un silence ordonné, comme si le message contenait des pauses. « Le vide n'est pas vide », dit-elle. C'est le mot que la lumière emploie quand elle se tait. Eric Kemmerer, en comparant les données de différentes agences, remarqua un décalage de phase. La pulsation semblait voyager. Chaque capteur la recevait à un instant différent, comme si elle se déplaçait le long d'un trajet invisible, un sillon tracé dans le plasma solaire. Une phrase en mouvement. C'est un texte sans alphabet, écrivit-il dans son rapport. Et nous n'avons pas encore appris à le lire. À Paris, Jean-Louis Berthaud, affaibli, envoya une lettre à Kemmerer. La lumière a toujours été notre langue. Nous l'avons utilisée pour regarder. Mais peut être que ce soir, c'est elle qui nous regarde en retour. Une phrase simple, presque poétique, qui se transforma en mantra parmi les chercheurs. Les médias s'en emparèrent, évidemment. Une comète qui parle la langue du soleil. La lumière envoie des messages. Les titres sensationnalistes se multiplièrent. Mais dans les laboratoires, le ton resta plus grave. Parce que personne n'était certain que la lumière disait quelque chose. Il semblait plutôt qu'elle attendait une réponse. Avi Loeb conclut dans un entretien. Nous avons appris à écouter le ciel, mais peu. Être qu'il y a des moments où le ciel nous écoute, lui aussi. Et si c'est le cas, alors nous sommes déjà en train de lui répondre. Cette nuit-là, Parker Solar Probe transmit une dernière série de mesures avant son passage derrière le Soleil. La pulsation y était encore faible,
persistante, comme une respiration lointaine. Puis, soudain, elle s'arrêta. Pas brutalement, non. Elle s'effaça doucement, comme une voix qui termine une phrase. Et sur la dernière ligne du journal de bord, Sarah Gibson écrivit « Le message n'a pas disparu. Il a juste trouvé son point final. Le 10 septembre 2025, 3i divisé par Atlas avait quitté la zone d'observation du SOHO depuis plusieurs jours. Sa trajectoire l'emmenait désormais au-delà de l'influence solaire directe. Une fuite lente, silencieuse, comme si l'espace refermait doucement la page qu'il venait d'écrire. Mais dans les données, le silence n'était pas complet. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas remarqua une anomalie subtile. Le bruit de fond des capteurs, normalement aléatoire, semblait trop propre. Les fluctuations statistiques avaient disparu, remplacées par une régularité froide, presque musicale. Même le vide a cessé de respirer, dit-il. Au Goddard Space Flight Center, Sarah Gibson analysa le flux de protons du vent solaire. Une bande de 30 millions de kilomètres semblait s'être figée. Densité constante, température stable, comme une cicatrice invisible dans le plasma. Une absence stable, le contraire du chaos. On dirait une ombre laissée par quelque chose qui n'est plus là, nota TL dans son rapport. Eric Kemmerer, du CNRS divisé par l'Atmos, fit la même observation sur les mesures d'hydrogène interplanétaire. Une baisse infime, à peine détectable, mais d'une cohérence parfaite. Ce n'était ni une perte ni un artefact. C'était une empreinte, une marque du passage. Le vide se souvient, écrivit-il, mais pas de ce qu'il a vu, de la façon dont on l'a regardé. À Harvard, Avi Loeb publia un texte intitulé « The Memory of Nothing ». Il y affirmait que le vide n'était pas une absence, mais une archive. Chaque interaction lumineuse, chaque particule, laisse une trace dans le champ quantique du cosmos. « Rien n'est jamais perdu », écrivit-il. Même le silence conserve la forme du cri qu'il a absorbé. Ce n'était pas de la poésie, c'était de la physique, et pourtant, cela sonnait comme une prière. Pendant ce temps, Noor Rawafi reçut les dernières données de la Parker Solar Probe. Les capteurs avaient enregistré une oscillation faible, persistante, presque identique à la pulsation de 22 minutes observée plus tôt. Mais cette fois, la source semblait diffuse, omnidirectionnelle, comme si le vide lui-même s'était mis à chanter. Le rythme continue, mais plus personne ne joue, dit-il à voix basse. Les ingénieurs du Naval Research Laboratory vérifièrent les instruments. Aucun dysfonctionnement. Les appareils fonctionnaient parfaitement. Le signal donc était réel, mais il ne provenait d'aucun objet identifiable. C'était une onde sans émetteur, une persistance sans cause. Karl Batham se résuma l'inquiétude générale. On dirait que le vide nous répète ce qu'il a entendu. À Paris, Jean-Louis Berthaud, très affaibli, fit envoyer une note courte à ses anciens collègues. Ne craignez pas le vide, craignez qu'il vous réponde. Ce fut son dernier message. Le soir même, il décéda. Et dans les laboratoires, certains virent une étrange coïncidence dans le timing. Le signal, dans les capteurs, avait cessé exactement à 22h47, heure de sa mort. Peut être que ce n'était pas une coïncidence, murmura Kemmerer. Les médias, eux, n'en parlèrent plus. L'histoire de 3i divisé par Atlas s'était effacée du cycle médiatique, engloutie sous les nouvelles terrestres. Mais dans les couloirs du JPL, certains ingénieurs continuaient de vérifier les serveurs la nuit, comme pour s'assurer que le silence ne s'était pas réveillé. Sarah Gibson, un soir, entra seule dans la salle des instruments inactifs. Elle regarda les écrans noirs et pensa « Nous avons peur du vide parce qu'il nous renvoie l'image de ce que nous ne savons pas effacer. » À Harvard,
Avi Loeb conclut son texte par une dernière phrase. Le cosmos n'est pas indifférent. Il répond, mais à sa manière, en nous renvoyant le reflet exact de notre ignorance. Et tandis que les sondes poursuivaient But the leur blue route giant muette still dans shows signs of l'espace, seismic les activity on the scientifiques lower comprirent peu à mantle. peu que le silence de Troisi divisé par Atlas n'était pas une fin, mais un état, une leçon sur la nature même de la connaissance. Le vide n'est pas ce qui manque, c'est ce qui reste quand tout le reste a parlé. Le narrateur termine d'une voix presque chuchotée. Nous cherchions un message, mais le vide n'avait qu'une question. Et cette question, c'était nous. Le 20 septembre 2025, la NASA déclara officiellement la mission 3I divisée par Atlas Close. Aucun signal résiduel, aucun fragment détecté. Les instruments, nettoyés de leurs anomalies, affichaient désormais des courbes parfaitement lisses, comme si rien ne s'était jamais produit. Mais pour ceux qui avaient observé, ce rien semblait trop pur pour être honnête. Le silence ici avait la texture d'un mensonge poli. « Ce n'est pas terminé », dit Sarah Gibson en fermant son ordinateur. C'est juste la lumière qui a repris le dessus. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Kodas rédigea le rapport final. Les mots étaient neutres, les phrases soigneusement équilibrées, comme si la syntaxe elle-même craignait d'aller trop loin. Aucune preuve de nature artificielle. Comportement optique atypique, mais explicable par des effets d'angle et de saturation. Puis, en marge, il ajouta à la main « Nous avons tout vu, sauf ce qu'il fallait comprendre ». À Paris, Eric Kemmerer publia ses dernières observations de Swan. Une baisse résiduelle de luminosité dans la couronne solaire, si faible qu'elle frôlait la limite du mesurable, mais elle était là stable, obstinée, comme une empreinte que la lumière n'avait pas réussi à effacer. On dirait un souvenir qui refuse de mourir, écrivit-il. Il n'en parla pas à la presse. Pas cette fois, car il savait que certaines vérités perdent leur sens dès qu'elles quittent le silence. Avi Loeb, à Harvard, publia une lettre ouverte. Nous avons traité 3I, divisé par ATLAS, comme un objet. Mais peu, être n'était-elle qu'un miroir, et dans ce miroir, ce que nous avons vu, c'est nous, la peur, la curiosité, et ce besoin obstiné de comprendre ce qui ne nous regarde pas. Sa lettre fut relayée partout, commentée, détournée, ridiculisée. Mais au fond, elle disait l'essentiel, que la science n'avait pas échoué à expliquer 3I divisé par Atlas, elle avait simplement atteint les bords de son propre langage. Pendant ce temps, Noor Awafi repéra une dernière anomalie dans les relevés de la Parker Solar Probe. Une impulsion lumineuse isolée, courte, asymétrique, venue de la direction où Atlas avait disparu. Elle n'avait duré qu'un millième de seconde, mais sa signature spectrale portait la même empreinte qu'avant. Le rapport du nombre d'or. Un battement fantôme, nota-t-il, comme une phrase qu'on répète en rêve. Les ingénieurs, cette fois, ne tentèrent pas de l'expliquer. Ils la classèrent simplement comme anomalie ponctuelle. Mais dans les conversations privées, une question revenait toujours. Et si ce n'était pas elle qui partait, mais nous, qui cessions de la voir? À Paris, Jean-Louis Berthaud n'était plus là. Mais ses notes restaient. Sur la dernière page de son carnet, on pouvait lire, d'une écriture tremblée. La lumière ne nous ment pas, elle nous protège de ce que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Look at the trajectory of this Cette phrase fragmentation near fut the citée à nucleus. voix Yes, basse, but what about the jamais silicate dans les signature on the publications. asteroid in sector Elle gamma? circulait comme It's un higher than secret de expected. laboratoire. Un morceau de sagesse qu'on ne dit qu'à ceux qui ont regardé trop longtemps dans le vide. Le 24 septembre, Sarah Gibson entra une dernière fois dans la salle de contrôle du Goddard Center. Elle ralluma un moniteur oublié. Sur l'écran noir, une ligne grise apparut, faible, mais vivante. Un battement, rien d'autre. Une pulsation sans origine. Elle sourit, sans effroi. « Tu es encore là » murmura-t-elle.
Puis elle éteignit l'écran. Le narrateur reprend, dans le calme absolu. Nous avons cru que 3i divisé par Atlas venait d'ailleurs. Peut être qu'elle venait d'ici. D'un endroit où la lumière se souvient de ce qu'elle a vu. Ce que nous appelons mystère, c'est peut être la mémoire du monde quand il se regarde lui-même. Et alors que le soleil reprenait sa respiration éternelle, aucun télescope, nulle part, ne chercha plus la comète, parce que tous savaient, intuitivement, que la recherche n'était plus à faire vers le haut, mais vers l'intérieur. Ce que la lumière cache, ce n'est pas le secret du cosmos, conclut la voix, c'est la vérité de notre regard.